Voilà, bonsoir à toutes et à tous, et bon printemps des sciences à tous, vu que nous sommes en plein dans la semaine de la science, dont le thème cette année, ce sera bien la vie. Alors dans ce contexte, on a voulu vous proposer un sujet extrêmement important, qui est vraiment riche d'avenir, qui est celui des cellules souches. Alors cette soirée a connu en fait de nombreux rebondissements avant de commencer, puisqu'à la base on devait avoir un café des sciences. Mais il se fait que malheureusement l'état de santé de l'autre intervenant, Madame Meuzon, s'est dégradé ces derniers temps, donc on a dû annuler sa participation. Et donc Monsieur Antoine Bondu, qui nous a fait le plaisir de venir nous rejoindre aujourd'hui, a accepté de relever le défi et d'animer, pas tout à fait seul la soirée, parce qu'il y aura notre ami Serdu qui sera là également pour notre plus grand plaisir. Alors voilà, Monsieur Bondu en fait est cardiologue de formation. Il a réalisé une thèse de doctorat sur les cellules souches dans l'équipe de Cédric Blancpain à l'ULB Erasme. Et là, il va venir en fait nous présenter un panorama général sur ce qu'est une cellule souche. Et puis, il va également nous présenter les résultats de l'équipe de l'ULB. Voilà, donc n'hésitez pas de temps en temps à loucher entre les deux écrans. Notre ami Serdu est toujours aussi imprévisible et impertinent. Et comme c'est la toute dernière soirée de l'année, eh bien, je vous inviterai, après la soirée conférence échange, à passer au forum. Et là, le Carré des Sciences vous offrira un verre et de quoi continuer les discussions de façon conviviale. Voilà, Monsieur Bondu, bienvenue à Mons. Serdu, bienvenue à toi aussi. Et bonne soirée à toutes et à tous. Donc voilà, je voudrais d'abord vous remercier pour cette invitation à venir présenter cet exposé ici. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui on va un petit peu frôler avec les frontières de la vie, puisque les cellules souches, en tout cas les cellules souches embryonnaires, constituent un des types de cellules qui relèvent le plus de questions éthiques par rapport à ce qu'on peut définir comme étant la vie et quelles sont les limites de la vie, à quel moment commence-t-elle précisément. Et pour tout de suite répondre à la première question, est-ce qu'on connaît vraiment bien les cellules souches, je dirais que moi-même je ne suis pas tout à fait certain de dire un grand oui, parce que et je crois que c'est pour ça qu'on est chercheur sur ce sujet. Il y a encore énormément de questions autour des cellules souches, autour de leur fonctionnement et autour de leur identification. Et vous allez voir dans cet exposé qu'il y a beaucoup d'organes qui se révèlent être des organes actifs au niveau du développement et au niveau de leur régénération. Et on découvre de jour en jour de nouvelles cellules souches au sein d'organes qu'on pensait auparavant définitivement différenciés. Donc, pour commencer simplement, donc avant tout, je voudrais dire aussi qu'on est un petit comité, je pense, ici, vous ne devez pas hésiter à m'interrompre. L'idée, je pense, c'est de faire une séance interactive. Pardon ? Ok, donc il y a des micros qui peuvent circuler. Je propose qu'on fasse ça de manière très interactive, comme on est un petit nombre, et ça en sera d'autant plus enrichissant pour tous. Donc, qu'est-ce qu'une cellule souche ? Eh bien, la question est, dans sa définition, relativement simple. En fait, le concept de cellule souche apparaît à partir du moment où on considère que nos organes ont, pour la plupart d'entre eux, besoin de se renouveler. Donc, ça veut dire qu'au cours du temps, on a nos organes qui voient leur pool de cellules, les cellules qui les constituent sont renouvelées au cours du temps. Et il y a dans nos organes un certain sous-type de cellules qui sont spécialisées dans cette fonction, et ce sont précisément ces cellules souches. En fait, si un organe passait son temps à épuiser ses cellules avec le temps, sans être capable de renouveler ce réservoir de cellules qui va donner naissance aux nouvelles cellules, on pourrait imaginer qu'il n'y aurait pas de renouvellement possible des organes. Et donc les cellules souches sont en fait une sous-fraction de cellules dont la fonction va être précisément d'assurer un réservoir de cellules dans le temps pour un organe donné. Et donc on peut voir une cellule souche de la manière suivante. La cellule souche, je peux un petit peu me déplacer parce que là je suis coincé dans mon petit coin. Voilà, et donc la cellule souche en fait est une cellule spécialisée qui va avoir un avenir double. D'une part, se renouveler elle-même, donc donner naissance à une nouvelle cellule souche, et d'autre part, être capable de se différencier pour permettre le développement et la régénération des différents organes. Donc ça, c'est une des caractéristiques fondamentales des cellules souches, et on va redéfinir ça ensemble. Ce sont des cellules qui sont donc capables de s'auto-renouveler, de redonner naissance à des cellules exactement identiques, et d'autre part, au cours de leur division, donner également naissance à une cellule qui va être capable de se différencier. Donc
au lieu de donner, d'habitude, la plupart des cellules de notre organisme, quand elles se divisent, elles donnent naissance à 2 cellules identiques. En fait, ici, la cellule souche va se diviser de manière asymétrique, comme on dit dans le langage scientifique. Elle va être capable de donner 2 cellules différentes, une cellule qui va renouveler le pool de cellules souches et une cellule capable de se différencier. C'est ça qui sont, ces 2 caractéristiques sont les caractéristiques fondamentales des cellules souches. Et donc, quand on considère nos différents organes, il existe en fait une hiérarchie dans les cellules. On a les cellules les plus évidentes, ce sont les cellules qui vont constituer les tissus, qui sont des cellules totalement différenciées. Et quand on descend un petit peu, quand on remonte dans la hiérarchie de ces cellules sont issues d'un pool de cellules qui se divisent à grande vitesse et qui vont être en fait l'accélérateur pour générer ces cellules. Et toutes ces cellules sont en fait générées à partir de cellules souches qui en général se divisent un peu plus lentement, mais vont assurer l'existence de ce pool de cellules capables de générer les cellules différenciées. Et donc nos tissus, en général, sont des tissus extrêmement dynamiques, avec un renouvellement relativement rapide selon les tissus. Je dirais que l'exemple de tissu le plus renouvelant est par exemple la peau ou les intestins. Par exemple, dans la peau, on considère que la peau se renouvelle toutes les 2 à 3 semaines. Donc on crée une nouvelle peau pour l'ensemble de notre corps toutes les 2 à 3 semaines. Et il est vrai que ce concept de cellules souches est né en fait il y a déjà un certain temps, dans la fin des années 50 en fait. On a pu réaliser la première transplantation de moelle osseuse. En fait, donc, cette transplantation de moelle osseuse, initialement, donc on a pris des souris, on les a irradiées, donc on enlevait toute leur moelle osseuse et on a pu en fait reconstituer une moelle osseuse complète par la transplantation de cellules souches hématopoïétiques. Et donc, ce concept de cellules capables de renouveler un organe est né à la fin des années 50. Les premières cellules souches embryonnaires ont été dérivées au début des années 80, et très rapidement, les choses se sont accélérées, et je dirais que la fin des années 90 et des années 2000 sont maintenant une ère où on arrive à recréer des cellules ressemblant à des cellules souches à partir de cellules différenciées. Donc on arrive vraiment à induire des caractéristiques de cellules souches dans des cellules qui a priori ne le sont pas. Donc, je vous propose donc d'insister donc sur les caractéristiques des cellules souches. Va être donc appelée une cellule souche. Toute cellule qui va être capable de s'auto-renouveler et en même temps capable de se différencier dans les différentes cellules qui composent un tissu. Et donc, ce sont véritablement les réservoirs de cellules qui vont composer nos tissus. Et donc, ces 2 caractéristiques, en fait, ont fait que les cellules souches sont des cellules qu'on peut isoler et transplanter. Et quand on transplante les cellules souches d'un tissu, en fait, on est capable de reproduire le tissu dont elles sont originaires. Et par ailleurs, des analyses génétiques, lorsqu'on arrive vraiment à marquer une cellule souche, on arrive à tracer toutes les cellules qui vont dériver de cette cellule souche. Et donc ça, c'était vraiment les outils qui ont permis l'identification, l'isolation et la caractérisation des cellules souches dans différents tissus. Alors, vous allez souvent entendre, quand vous entendez parler de cellules souches, de différents termes que je pense qu'il est important de bien comprendre. On parle parfois de cellules totipotentes, de cellules pluripotentes, de cellules multipotentes, de cellules unipotentes. En fait, ce qu'on appelle la potence d'une cellule, c'est le répertoire, donc l'ensemble des types cellulaires qu'une cellule est capable de générer suite à sa différenciation. Alors, dans l'expression la plus simple, la cellule unipotente, c'est une cellule qui est capable de générer uniquement un seul type cellulaire. Ça veut dire que cette cellule, quand elle se différencie, par exemple, une spermatogonie est capable de donner uniquement des spermatozoïdes. Donc ça, c'est relativement simple. À l'inverse, à l'opposé, on a des cellules dites totipotentes, c'est-à-dire des cellules qui sont capables de générer l'ensemble des cellules qui vont constituer l'embryon, mais également l'ensemble des cellules qui vont entourer l'embryon, et donc on entend par là toutes les dérivées du placenta. Donc ces cellules-là sont des cellules capables de générer tous les tissus qui vont constituer le vivant. Et par excellence, ces cellules totipotentes sont les cellules issues de la fécondation, donc les premiers stades du développement. Donc on dérive tous au départ d'une cellule issue de la fécondation, donc la rencontre d'un ovocyte avec un spermatozoïde. Et cette cellule issue de cette fécondation va donner l'ensemble des cellules qui constituent notre individu. Et donc ces cellules-là sont par excellence les cellules totipotentes. À côté de ça,
il y a des cellules qu'on a appelées pluripotentes. Et donc là, il y a une petite nuance. Elles sont quasi totipotentes, mais elles ne sont pas capables de générer les tissus autres que ceux de l'embryon. Donc, c'est-à-dire que ces cellules-là, pluripotentes, sont capables de générer l'ensemble des tissus qui vont composer un embryon, mais pas tout ce qu'il y a autour de l'embryon. Donc ces cellules-là ne sont pas capables de générer tous les dérivés placentaires, tous les dérivés nécessaires à l'implantation de l'embryon. Et dans ce groupe de cellules-là, on retrouve les cellules souches embryonnaires. Il y a un autre groupe un petit peu plus restreint, qui est le groupe des cellules multipotentes. Et là, on se situe en fait entre la cellule unipotente et pluripotente. Ce sont des cellules qui ont un potentiel de différenciation plus ou moins large selon le type de cellules qu'on considère. Et ces cellules sont donc en fait les cellules on retrouve là-dedans principalement les cellules souches dites adultes, qui sont au sein du renouvellement de nos tissus et capables de renouveler les tissus. Donc ce sont des cellules souches avec un potentiel de différenciation relativement limité selon les cellules qu'on considère. Et donc vous avez déjà bien compris qu'il y a deux grands types de cellules souches par rapport au développement. Donc il y a d'une part les cellules souches qu'on peut isoler au cours du développement embryonnaire, qui sont donc des cellules avec au départ des cellules totipotentes, qui par la suite deviennent des cellules pluripotentes et qui par la suite d'une spécialisation qui arrive en fait par étapes, génèrent des cellules rémanentes dans nos tissus qui seront des cellules multipotentes. Et donc les cellules souches embryonnaires constituent le groupe de cellules les plus indifférenciées, ce sont les cellules pluripotentes. À côté des cellules souches embryonnaires, donc on peut retrouver dans un embryon, il y a les cellules souches qu'on retrouve chez l'adulte, et nous en avons tous au sein de notre organisme, et on appelle ces cellules souches les cellules souches adultes. Et en fait, elles sont présentes dans toute une série de tissus, et il s'avère que le nombre de tissus comportant des cellules souches augmente au cours du temps, on en identifie de plus en plus, mais les cellules les plus faciles à caractériser ont d'abord été caractérisées dans des tissus qui se renouvellent beaucoup, comme par exemple la moelle osseuse, comme par exemple la peau, comme par exemple l'intestin. Donc on retrouve des cellules souches adultes dans la moelle osseuse, dans l'intestin, dans les follicules pileux. On en a même identifié maintenant dans le cerveau et dans le cœur. Et il y en a en fait probablement beaucoup d'autres qui ne sont pas encore décrites. Mais on arrive dans une ère de la médecine où il semble qu'en fait la plupart des organes aient des résidus de cellules peu différenciées qui assurent un rôle de réservoir et qui sont capables potentiellement de renouveler cet organe. Et je dis bien potentiellement parce que le fait qu'un organe puisse vraiment se renouveler, c'est vrai pour certains organes comme la peau, comme la moelle osseuse, où là il y a beaucoup d'exemples en clinique où on a pu le faire. Par exemple le cœur ou le cerveau, il s'avère qu'il y a manifestement des cellules souches, mais le rôle de ces cellules souches dans le maintien des organes, à l'état basal en tout cas, est relativement faible, et on sait malheureusement tous bien qu'un infarctus abîme du cœur et ne permet pas à l'heure actuelle, il n'existe pas d'évidence de régénération spontanée suffisante, en tout cas au sein du cœur. Donc je vais revoir un peu avec vous le concept de cellules souches adultes et reprendre quelques exemples les plus importants, je pense, quelques exemples illustratifs de ce qu'est une cellule souche adulte. Et pour commencer cette section, je ne peux pas m'empêcher de parler des cellules souches hématopoïétiques, puisque ce sont donc en fait c'est véritablement le tissu à partir duquel on a pu caractériser pour la première fois ce qu'est une cellule souche. Et donc en fait le sang qui coule dans nos veines et dans nos artères est en fait constitué de toute une série de cellules, des cellules de la lignée rouge, des cellules dérivées des plaquettes, il y a des globules blancs. Toutes ces cellules en fait sont issues de la différenciation de progéniteurs de plus en plus multipotents. Donc en fait il y a ces cellules-ci qu'on appelle les cellules souches hématopoïétiques qui, lorsqu'elles sont replacées dans un environnement qui permet leur maintien et leur différenciation, ces cellules-là sont capables en fait de régénérer l'ensemble des cellules qui vont constituer le sang. Et donc ces expériences-là, en fait, en transplantant ces cellules souches hématopoïétiques, on a pu montrer qu'à partir d'une seule cellule, en fait, il y a moyen de régénérer une moelle complète. Et ça, ce sont typiquement une forme de thérapie cellulaire en utilisant les cellules souches qu'on utilise depuis de nombreuses années en médecine. Et vous savez tous qu'après des chimiothérapies ou des traitements dans lesquels la moelle osseuse est véritablement ablatée et fort détruite, on arrive à régénérer des moelles en faisant des transplantations médulaires. Et en fait, on transplante ces cellules souches qui sont donc des cellules hématopoïétiques qui, on l'espère, vont
prendre dans la niche osseuse et permettre de régénérer une moelle complète chez ces patients. La transplantation de cellules souches hématopoïétiques peut également être utilisée pour corriger des maladies génétiques, comme par exemple la drépanocytose, où là, en fait, il existe des mutations dans certaines formes d'hémoglobine. Et en fait, ce qu'on arrive à faire, c'est on élimine la moelle propre du patient par un traitement qui l'ablate complètement, ça peut être de la chimiothérapie ou de la radiothérapie, et on transplante des cellules souches normales, donc qui n'ont pas cette mutation, chez ces patients, et donc on reforme chez ces patients un sang qui n'a plus l'anomalie génétique, et donc c'est une forme un peu dérivée, si vous voulez, d'une correction d'une anomalie génétique en utilisant les cellules souches. Et donc ces cellules souches hématopoïétiques, qui sont maintenant bien caractérisées chez l'homme et chez la souris, on en connaît vraiment bien les marqueurs, on peut les isoler, les garder, les transplanter, régénérer des moelles, sont véritablement une forme de thérapie cellulaire qui est utilisée depuis de très nombreuses années et qui a véritablement fait ses preuves en médecine. Alors après avoir pris cet exemple, je vais passer au second organe dans lequel il y a des cellules souches clairement établies et pour lesquelles il existe des options thérapeutiques nettement validées. Et ce second organe, en fait, est la peau. Et donc ça, c'est vraiment la spécialité de notre laboratoire, en particulier de Cédric Blampin. Cédric Blampin a en partie caractérisé l'existence de cellules souches au sein du follicule pileux. Donc en fait, dans notre peau, il y a la partie superficielle qui est apparente, qui représente ce qu'on appelle l'épiderme interfolliculaire, et nos poils sont véritablement plantés dans la peau au sein de follicules qu'on appelle les follicules pileux. Et en fait, à la base du follicule pileux, il existe une zone très particulière qu'on appelle le bulge du follicule pileux. Et c'est dans ce bulge que se situent les cellules souches de la peau. Et donc, en fait, il existe là un pool de cellules capables de s'auto-renouveler, qui sont en fait les cellules du bulge, et capables de se différencier vers l'ensemble des types cellulaires qui vont constituer la peau. Donc, ces cellules-là, en proliférant, et puis en se différenciant, vont pouvoir donner naissance à ces cellules-là, à l'ensemble reconstituer un poil, reconstituer une glande sébacée, et donc constitue véritablement un réservoir de régénération de la peau. Et comme je vous l'ai déjà dit, dans la peau, ceci est particulièrement important puisqu'on peut considérer que tous les 14 jours, ce qui est quand même assez impressionnant, tous les 14 jours, on remplace notre peau par de la nouvelle peau. Donc toutes les cellules sont renouvelées au bout de 14 jours à 21 jours. Et donc le travail en fait de Cédric Blampin a consisté à caractériser sur base en fait d'outils génétiques. Ces cellules se divisent un petit peu plus lentement que les autres dans la peau, et donc il a pu, utilisant des marqueurs génétiques, identifier ces cellules, les isoler et les caractériser. Et voici le genre de caractérisation qu'on peut faire de ces cellules. Lorsqu'on prend ces cellules au niveau du bulge grâce à l'outil génétique qu'ils ont développé et qu'on les transplante dans une souris par exemple qui permet de recevoir tout type de cellules, ce qu'on appelle une souris immunodéficiente. En fait, ces cellules transplantées peuvent reconstituer de la peau et même des poils sur la souris transplantée. Comme vous pouvez voir ici, on arrive à reconstituer des poils en prenant les cellules souches de la peau et en les mettant dans un environnement qui leur permet de se différencier. Mais ça, c'est bien beau, mais ça ne va pas aider grand monde, si ce n'est que ça démontre véritablement qu'il y a des cellules souches dans la peau. Et ils ont pu montrer au cours de leurs études que ces cellules vont donc reconstituer l'épiderme, donc toute la partie superficielle de la peau qui constitue notre surface. Elles sont également capables de reconstituer les follicules pileux et également les glandes sébacées. Donc elles sont capables de refaire l'entièreté de l'organe. Et donc il n'a pas fallu longtemps pour qu'on essaye ça en médecine. Et ce qu'on a réussi à faire, en fait, récemment, c'est le groupe de Yann Barandon en Suisse qui a démontré ça pour la première fois, on a pu isoler ces cellules souches de la peau, les mettre en culture, et elles forment alors ce qu'on appelle des holoclones, donc des petits clones de cellules. Donc un clone représente un groupe de cellules issues d'une seule cellule, elles sont donc toutes identiques les unes par rapport aux autres. Et en mettant ces cellules en culture dans des conditions particulières, on arrive à reproduire en fait des feuillets. Ça, c'est un feuillet de cellules qui sont en fait des cellules différenciées de la peau. Et ces feuillets en fait ont été utilisés pour traiter par exemple des brûlés du premier degré. On arrive à reconstituer véritablement une peau, reconstituer l'intégrité de l'épithélium et donc la barrière cutanée en utilisant ces feuillets synthétiques qu'on arrive à produire dans un laboratoire.
Et donc on peut prendre des cellules d'une zone encore saine d'un patient pour générer une sorte de tissu artificiel qu'on utilise alors pour réparer une région lésée. Et un autre exemple, peut-être un petit peu plus dur pour les yeux, mais c'est l'exemple de l'épidermolyse bulleuse, qui est une maladie assez dramatique de la peau. C'est une maladie qui, en fait, donc notre peau est une couche de cellules stratifiées, avec une partie superficielle qui est cornée. Et en fait, dans la dermolyse bulleuse, il existe une mauvaise adhérence des cellules de la peau les unes aux autres, et la peau a tendance à se disloquer, former des bulles, et donc ne forme plus cette barrière étanche et très compacte comme elle devrait le faire. Et donc ces patients en fait ont des bulles souvent remplies de liquide ou infectées, donc ça prend un aspect assez désagréable à voir. Et surtout, ces patients souffrent de déshydratation importante parce qu'ils ont des pertes liquidiennes importantes et ça constitue en plus un préjudice assez important pour leur qualité de vie. Et donc en fait, c'est un des exemples dans lesquels les cellules souches de la peau ont été utilisées. Donc on a pu montrer que dans cette maladie, il existe, en fonction de la sévérité de la maladie, un défaut de prolifération des cellules souches de la peau. Et pour certaines formes de la maladie, on a pu identifier des gènes associés au développement de cette maladie. Et par exemple, ici, ce que ce groupe a fait, un papier qui a été publié dans Nature Medicine, on a pu prendre des cellules de patients malades, donc porteurs de cette mutation génétique, mais les cellules propres du patient. On a pu corriger ces cellules en réintroduisant dans ces cellules déficientes pour un gène le gène correspondant. Et en faisant ça, on arrive à restaurer dans ces cellules souches une capacité de prolifération et de différenciation. Et il y a eu un exemple de patients véritablement traités avec ces cellules. Et voici la peau lésée au départ. On a greffé donc ce feuillet un petit peu comme le fait que je vous ai montré auparavant. Et en fait, dès le 8e jour, il y a une prise de la greffe et on a pu véritablement reconstituer une peau stratifiée, cornée chez ces patients. Et donc, la thérapie cellulaire dans la peau est également quelque chose qui existe à l'heure actuelle. Et comme troisième exemple de cellules souches adultes, je vous parlais un instant des cellules souches cardiaques. Et en fait, le cœur, comme le cerveau, en fait, constitue deux organes à l'opposé de ce qu'est par exemple la moelle, la peau ou l'intestin, où là il y a clairement aussi des cellules souches qui ont été identifiées. Le cœur est un de ces organes qu'on a longtemps cru comme un organe définitivement différencié et sans potentiel de régénération. Et cette question a été, ce dogme a été fort remis en question ces dernières années. Et en particulier, l'année passée, il a été montré par une technique que je ne vais pas vous détailler, mais donc c'est une technique en fait qui permet d'évaluer s'il y a eu de la prolifération cellulaire dans le cœur au cours de notre vie. Donc, ils ont utilisé, en fait, il faut savoir que dans les années 60, il y a eu un pic de carbone 14 suite aux essais nucléaires qui ont été réalisés, je pense, aux États-Unis. Et en fait, quand on prend si on mesure le carbone 14 à la mort de patients, on constate qu'en fait, les gens qui sont nés avant les années 60 ont un taux de carbone 14 mesuré plus élevé que celui qui est prédit par la théorie dans leur cœur. Et ça signifie en fait que les cellules cardiaques de ces patients ont incorporé du carbone 14 à forte concentration à un moment donné dans leur vie. Et donc ça a été véritablement une démonstration physiologique que le cœur adulte est capable de se renouveler, même si c'est de manière totalement insuffisante pour se réparer lui-même. Et les chiffres sont quand même impressionnants, puisqu'à l'âge de 50 ans, on considère que 45% de nos cellules cardiaques ont été générées après la naissance. Et donc ça a complètement cassé un dogme qui disait que le cœur était un organe définitivement différencié. Et plusieurs groupes ont essayé d'identifier ces cellules, quelles sont les cellules souches cardiaques, quels en sont leurs marqueurs, est-ce qu'on arrive à les isoler, est-ce qu'on arrive à les étudier, est-ce qu'on arrive à les utiliser. Et il y a plusieurs marqueurs qui sont sortis dans la littérature, mais un groupe influent, en tout cas, a pu démontrer qu'il existe des cellules qui expriment un marqueur qu'on appelle ILET1, mais donc il y a des marqueurs qui sont en train de sortir pour les cellules cardiaques adultes. Et donc, ceci c'était pour vous illustrer un petit peu le domaine des cellules souches adultes, donc ce pool, ce réservoir de cellules qu'on a dans la plupart de nos organes, plus actif dans les organes qui se renouvellent beaucoup,
et qui est capable donc de s'auto-renouveler. Donc ce réservoir ne s'épuise pas, il se maintient au cours du temps, et en même temps, ce réservoir est capable de régénérer les cellules qui constituent le tissu, donc ce sont les cellules souches adultes. À côté de ce groupe-là, il y a les cellules souches dites embryonnaires. Et en fait, pourquoi sont-elles embryonnaires? C'est parce qu'elles sont véritablement dérivées d'embryons précoces. Et c'est là, évidemment, une des énormes barrières éthiques dans leur utilisation. Donc le principe est le suivant. Donc après la fécondation, il y a d'abord deux cellules qui se rencontrent pour former une cellule, la première cellule post-fertilisation. Cette cellule va se diviser et à un moment donné former une masse de cellules qui sont toutes identiques. À ce stade-là, les cellules sont totipotentes, capables de donner l'ensemble des cellules qui constituent et l'embryon et ce qui est autour de l'embryon. Juste après, au cours du développement, cette masse de cellules va se creuser d'une cavité, on l'appelle alors le blastocyste. Et au sein de ce blastocyste, vous pouvez voir qu'il y a clairement deux pôles. Il y a un pôle avec une masse de cellules qu'on appelle le pôle embryonnaire ou masse interne, et un pôle de cellules qui entoure la cavité, qui en fait constitue le futur, ce qu'on appelle le trophectoderme, mais qui sont en fait les zones qui vont s'implanter dans l'utérus pour donner naissance au placenta. Et en fait, ce que les chercheurs ont fait dans les années 80, c'est qu'ils ont piqué avec une aiguille dans ces cellules de la masse interne, ils les ont aspirées et mis en culture dans des conditions, et c'est là évidemment toute leur découverte, c'est qu'ils ont réussi à mettre ces cellules dans des conditions de culture qui permettent qu'elles prolifèrent, qu'elles se maintiennent à l'état indifférencié, tout en gardant leurs propriétés de départ. Et donc pour faire ça, en général, on les cultive sur des fibroblastes embryonnaires et on ajoute des hormones qui permettent à ces cellules, des facteurs de croissance, qui maintiennent à ces cellules qui permettent à ces cellules de rester à l'état complètement indifférencié. Et ce qui est évidemment très avantageux, c'est qu'on les dérive qu'une seule fois, et puis on maintient en culture des lignées cellulaires dont on arrive à faire des stocks, et on peut redégeler ces stocks, les réutiliser, amplifier ces cellules, donc garder un pool de cellules qui a les caractéristiques de la cellule de départ. Et point tout à fait important des cellules souches embryonnaires et qui a fait tout leur intérêt, c'est que quand on enlève les conditions qui les maintient à l'état indifférencié, ces cellules ont tendance spontanément, parfois il faut les pousser vers certaines lignées, mais elles ont spontanément tendance à se différencier vers l'ensemble des lignées qui vont constituer l'embryon. Et ces cellules sont donc capables en fait de générer l'ensemble des tissus qui vont former l'embryon, à l'exception, donc elles sont capables de former l'ensemble des cellules qui vont former l'embryon, qui est donc dérivé de cette masse interne, à l'exception des cellules du placenta. Donc elles sont dites pluripotentes et pas totipotentes. C'est de là que vient en fait toute la nuance. Et donc ces cellules souches en fait sont des véritables reliquats du développement. Ces cellules souches embryonnaires, elles sont isolées très précocement à partir des embryons et elles sont capables de former l'ensemble des lignées qui vont constituer l'embryon. Et en fait, ce qui nous intéresse en tant que scientifiques, c'est que toutes les étapes qu'elles vont parcourir pour devenir l'ensemble de ces cellules différenciées va reproduire exactement ce qui se passe au cours du développement au sein de l'embryon. Et donc elles permettent finalement d'étudier toute une série de voies du développement sans avoir recours à des embryons, mais en utilisant des cellules dérivées d'embryons. Alors, un des problèmes importants, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont dérivé des cellules et qui ont dit « mes cellules sont des cellules souches embryonnaires, elles sont pluripotentes », ça a été de valider ces questions. Et en particulier, par exemple, pour les cellules souches humaines, il s'avère que ça n'a pas été si facile à faire. Et au sein des lignées de cellules souches embryonnaires humaines, il y a beaucoup d'hétérogénéité. C'est peut-être moins le cas pour la souris. Je suis en même temps. Et donc, moins le cas chez la souris où elles sont beaucoup plus homogènes et donc toutes les lignées se ressemblent très fortement. Et donc on a mis au point toute une série de critères qui permettent de dire c'est une cellule souche pluripotente, elle est bien capable de former l'ensemble des tissus qui constituent l'embryon. Et donc une des façons de faire, c'est de prendre ces cellules en culture et de les laisser se différencier. Et on regarde si ces cellules sont capables de former l'ensemble des tissus qui vont constituer un embryon. L'autre façon de faire, c'est de leur laisser former des tumeurs spontanées, ce qu'on appelle des tératomes, qui sont une espèce de tumeurs du développement, des aberrations du développement. Et donc, dans cette tumeur, on a en fait toute une série de tissus qui sont formés de manière aléatoire.
Je dirais que ces deux façons de faire sont les façons les plus rudes, les moins précises et vraiment les plus grossières de caractériser une lignée cellulaire. Mais par exemple, pour les cellules souches humaines, c'est un peu les seules qui étaient accessibles pour des raisons éthiques évidentes. Pour les cellules souches murines, bien que ça ait été fait également pour les cellules souches humaines, on peut faire des embryons, on peut réagréger ces cellules dans des embryons de la même espèce, par exemple pour la souris, et créer des embryons mixtes composés d'une part de cellules issues d'un développement normal. Et dans ces embryons, en fait, on injecte des cellules souches embryonnaires et on arrive à montrer que les cellules souches embryonnaires qu'on réinjecte contribuent au développement des différents tissus de ces embryons. Et donc, c'est ce qu'on appelle les tests de chimère. Et donc, ça a été fait initialement pour les cellules souches murines et ça a été fait pour certaines lignées de cellules souches humaines. Et enfin, le plus important pour en tout cas ce qui est des cellules souches murines, c'est de montrer que ces cellules ont été capables de coloniser également les futurs gamètes, donc les futurs spermatozoïdes ou ovocytes de ces souris, et donc capables d'assurer une transmission de l'information génétique. Et donc ça a été clairement fait pour les cellules souches issues de souris, mais tout ceci est évidemment complètement interdit à l'heure actuelle et restera interdit, je l'espère. Pour ce qui est des cellules souches humaines, en fait, la législation est que, en ce qui concerne les cellules souches humaines, on peut faire des expériences tant qu'il n'y a pas de formation de gamètes, et donc les cellules souches humaines ne peuvent pas être utilisées pour produire quelque chose qui se transmet de génération en génération. Et donc, en tout cas, en ce qui concerne les cellules souches murines, ça a été fait, et c'est grâce en fait à cette technologie des cellules souches qu'on arrive à faire des animaux génétiquement modifiés qui se transmettent de génération en génération. Et enfin, le dernier test de complémentation de tétraploïdes, ça je ne vais pas vous en parler, mais c'est un détail technique pour montrer que tout ça est bien lié à la lignée même. Et donc, les cellules souches embryonnaires, évidemment, ont constitué un débat éthique important. Elles ont été dérivées dans les années 90 par le groupe de Thomson aux États-Unis initialement. Et donc, la technique est conceptuellement relativement simple, mais éthiquement, on pose évidemment beaucoup de questions sur les limites de la vie et à quel moment on considère qu'un embryon est véritablement vivant et à partir de quel moment on ne peut plus y toucher sans atteindre, pour respecter l'intégrité de l'individu, à quel moment l'individu est-il formé. Donc toutes ces questions sont évidemment très difficiles et je pense que c'est là que tout le débat éthique se pose. Mais donc ce groupe de Thomson aux États-Unis en fait, a pris des embryons surnuméraires de fécondation in vitro chez l'homme. Et ils ont appliqué exactement la même technique que pour les cellules souches de la souris. Ils ont piqué dans cette masse interne, remis ces cellules en culture, et ils ont pu obtenir des lignées de cellules souches embryonnaires humaines qui sont, comme pour les cellules murines, capables de se différencier dans l'ensemble des tissus qui vont former l'embryon. Et donc, comme vous le voyez ici, la validation de ces cellules s'est faite dans un puits de culture. On n'a évidemment pas fait des validations in vivo, comme ça a été fait chez la souris. Il y a d'ailleurs beaucoup de gens qui questionnent la véritable identité de ces cellules souches embryonnaires humaines. Sont-elles exactement les mêmes? Mais bon, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Mais donc, ce que je voudrais vous illustrer simplement, c'est que, bien sûr, c'est un sujet qui peut a priori susciter énormément de questions et de nombreuses limites éthiques à leur utilisation. Et en même temps, c'est un modèle extrêmement efficace et un outil pour la recherche scientifique extrêmement important. Et je voudrais vous présenter en fait nos travaux partant de cellules souches embryonnaires murines, donc de souris. Et on a utilisé en fait la différenciation de ces cellules dans notre laboratoire pour étudier les mécanismes du développement cardiaque. Alors, pour faire simple, là vous m'arrêtez si je dérape. Mais donc, au moment dans le développement initial, en fait, il y a très rapidement une séparation en 3 feuillets. Donc, tous nos tissus sont dérivés de 3 feuillets. Il y a ce qu'on appelle le feuillet ectodermique, qui va en fait constituer tous les feuillets de surface. Et donc là-dedans, il y a toute la peau, mais également le cerveau est un dérivé du tissu de surface. Il y a le feuillet endodermique qui va donner l'ensemble du tube digestif et les poumons aussi, enfin d'autres organes dérivés endodermiques. Et en fait, entre ces 2 feuillets, il y a un feuillet qu'on appelle le mésoderme qui va donner l'ensemble des tissus mésenchymateux, le tissu conjonctif qui est en dessous de notre peau, nos organes internes, le cœur, une partie des poumons, le sang est un dérivé mésodermique.
Et donc, tout ça s'effectue au cours d'un mécanisme très compliqué au moment du développement qu'on appelle la gastrulation. Et donc, en fait, la première étape du développement cardiaque, qui lui est un dérivé mésodermique, c'est précisément cette gastrulation, donc c'est l'induction du mésoderme à partir des cellules initiales. Et en fait, le cœur est un organe qui se développe très rapidement au cours du développement et on considère que le cœur est le premier organe à être fonctionnel au cours du développement. Et ça se comprend relativement facilement. En fait, les organismes de grande taille ne peuvent pas survivre sans circulation efficace et sans avoir une pompe qui permet cette circulation. Et donc le cœur est quelque chose qui apparaît, c'est l'organe qui est le premier à fonctionner au cours du développement. Et ce développement cardiaque est un événement extrêmement précoce, extrêmement protégé aussi d'un point de vue génétique. Il y a beaucoup de redondance et il est difficile de creuser ces mécanismes simplement en s'adressant à un seul gène. En fait, il y a souvent un réseau de gènes qui agit pour justement protéger très fort ce développement cardiaque. Et en fait, le développement cardiaque apparaît juste après la gastrulation. Au sein des cellules du mésoderme primitif, il y a un sous-groupe de cellules qui va se mettre à exprimer un facteur de transcription qu'on appelle MESP1. Et toutes les cellules dérivées de MESP1 vont former ce qu'on appelle un croissant cardiaque, qui est à la partie antérieure de l'embryon. Et en fait, ce croissant cardiaque est un croissant en fait, de cellules qui sont déjà définies pour devenir des cellules cardiaques. Et ce croissant va se rejoindre, les deux bras du croissant vont se rejoindre postérieurement pour former un tube cardiaque, qui est la première structure contractile, une véritable pompe, une ébauche de pompe au cours du développement. Et c'est ce tube qui, par un mouvement de rotation, en fait, va former le cœur tel qu'on le connaît chez l'adulte. Et donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au cours du développement cardiaque, en fait, il y a également des cellules progénitrices qui sont générées. Et donc, si on considère, les cellules souches embryonnaires se trouvent avant ceci, mais si on prend les précurseurs mésodermiques précoces, il existe à un moment donné des progéniteurs cardiovasculaires. Alors, qu'est-ce que c'est ces progéniteurs cardiovasculaires? Ce sont des cellules qui vont être spécialisées pour devenir trois types de cellules. Donc ce sont des cellules souches, puisqu'elles sont capables de s'auto-renouveler, et elles sont capables de se différencier dans un répertoire défini. Et en ce qui concerne le développement cardiovasculaire, ces cellules sont capables de se différencier en cellules cardiaques, comme illustré, je pense... Attendez, je ne vois rien d'ici. Enfin bon, elles sont capables de se différencier, voilà, donc ils sont là, donc les cardiomyocytes sont là, mais elles sont également capables de se différencier en cellules endothéliales ou en cellules musculaires lisses. En fait, ce sont des progéniteurs hautement spécialisés pour former l'ensemble des cellules qui vont constituer notre système cardiovasculaire. Puisqu'un cœur en fait, est composé de cellules musculaires, les cardiomyocytes, il est recouvert de cellules endothéliales qu'on appelle en fait l'endocarde, et les cellules musculaires lisses contribuent au développement des artères coronaires. Et donc, dans le laboratoire, en fait, la question qu'on s'est posée, c'est on voulait adresser la question de comprendre quels sont les mécanismes qui font que ces progéniteurs sont spécifiés au cours du développement. Et donc, en fait, vous pouvez voir l'histoire de la manière suivante. Il y a au départ ces cellules pluripotentes, qui sont les cellules souches embryonnaires. À partir de ces cellules souches pluripotentes, le mésoderme est spécifié par des mécanismes que nous n'allons pas étudier, voire que nous étudions de très loin. Et au sein de ce mésoderme, il y a des gènes, et c'est ça que nous voulons identifier, qui vont diriger le développement de ces progéniteurs hautement spécialisés, qui sont des cellules souches cardiaques ou cardiovasculaires, pour être plus correct. Et ce qui est intéressant pour nous, et ça c'est là que les cellules souches embryonnaires vont nous aider, c'est que quand on différencie les cellules souches, quand on les laisse se différencier au sein de boules, des boules qu'on appelle des corps embryoïdes, mais ce sont en fait des boules de cellules qui vont permettre de rétablir des interactions entre les cellules, leur permettre d'engager une différenciation plus complète. En fait, quand on réalise ces boules, en fait, il se reproduit exactement les étapes de la gastrulation, comme dans un embryon vivant. Et donc, on peut utiliser ce modèle pour véritablement adresser les questions, comprendre les mécanismes du développement cardiaque. Et donc, comment est-ce qu'on fait des cellules cardiaques à partir de cellules souches? En fait, c'est relativement simple. On a ces cellules souches qui sont d'abord en culture sur des fibroblastes
avec un milieu qui les maintient différenciés, comme je viens de vous expliquer. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on prend ces cellules, on les détache de leur substrat, on change le milieu, on leur donne un milieu permissif qui va leur permettre de se différencier. Donc on enlève tous les facteurs qui les bloquent à l'état indifférencié. On crée des gouttes contenant des cellules. Ces cellules vont se réagréger pour former ces petites boules de cellules, comme je vous ai dit, qu'on appelle des corps embryoïdes. Et quand on remet ces cellules en culture, en fait, au bout de quelques jours, on va voir apparaître des battements en périphérie de ces boules. Et ces cellules qui battent, en fait, sont des cellules cardiaques qui ont une activité électrique spontanée, qui ont une automaticité, qui sont des cellules musculaires, qui répondent aux critères d'une cellule cardiaque. Ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais donc ces cellules-là sont des cellules cardiaques. Et donc la question que nous, on se posait, c'était de comprendre quels sont les mécanismes qui font que les progéniteurs cardiovasculaires sont spécifiés au cours du développement. Et ce qu'on a fait dans le laboratoire, c'est qu'on a généré une lignée de cellules qui permet de forcer l'expression d'un facteur qu'on appelle MESP1. Et en fait, quand on pousse l'expression de MESP1 dans ces cellules, on constate qu'en fait, on augmente de manière considérable la différenciation cardiaque de ces cellules souches. Donc par rapport au contrôle, ici vous avez cette petite zone qui bat qu'on voit à peine. En fait, les cellules stimulées pour MESP1 présentent de nombreux foyers d'activité cardiaque et forment véritablement un tissu contractile. Et donc on arrive à générer des cellules cardiaques de manière efficace à partir de cellules souches embryonnaires. Et donc, outre l'augmentation de cellules cardiaques, on a aussi pu montrer qu'on accélérait la différenciation cardiaque des cellules en forçant l'expression de ce facteur, de ce gène MESP1. Et donc on a quantifié à l'aide de différentes techniques l'enrichissement en cellules cardiaques qu'on pouvait obtenir. Et ici, ce sont des marquages à l'aide d'anticorps pour une molécule typiquement cardiaque et spécifiquement cardiaque. Et comme vous pouvez voir, au 8e jour, alors que dans la condition non stimulée, on voit à peine quelques cellules qui expriment la troponine, donc là, c'est ce marqueur cardiaque, au 8e jour, après stimulation, en fait, on a une couronne de cellules qui expriment la troponine, qui constitue cette couronne de cellules qui battent, comme je vous ai montré juste avant. Et on a ensuite caractérisé quel type de cellules cardiaques on pouvait produire de cette façon-là. Et en fait, on a pu montrer qu'on pouvait reproduire l'ensemble des cellules cardiaques. Et par ensemble des cellules cardiaques, on va donc entendre l'ensemble des cellules dérivées de ces progéniteurs spécialisés cardiovasculaires. Et donc on arrive à générer des cellules ventriculaires, des cellules auriculaires, des cellules endothéliales, des cellules musculaires lisses. Et donc cette étude avait fortement suggéré qu'on promouvait l'apparence, enfin la génération de progéniteurs cardiovasculaires dans les cultures. Alors après, on a essayé de comprendre comment ce gène fonctionnait et on a fait une technique qu'on appelle le microarrêt. Donc le microarrêt est en fait une technique qui permet de mesurer l'expression de l'ensemble des gènes dans une cellule donnée et de comparer cette expression de gènes dans une cellule A à l'expression des gènes dans une cellule B. Et donc ici, on a comparé les cellules stimulées aux cellules non stimulées. Et donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on, d'un point de vue technique, en fait, on détecte tous les gènes qui sont exprimés dans ces cellules et on marque ces gènes exprimés à l'aide de marqueurs fluorescents et puis on fait des plaques dans laquelle en fait il y a un échantillon qui est marqué en rouge, l'autre marqué en vert. Et donc les points verts, ce sont des gènes exprimés par seulement un type de cellule. Les points rouges représentent des gènes exprimés par l'autre type de cellule. Et en fait, les points jaunes représentent des gènes exprimés par les deux types de cellules. Donc c'est un screen qui permet de mesurer l'expression de l'ensemble des gènes en quelques heures. Et donc en faisant cet exercice, on a pu montrer que notre facteur de transcription MESP1 en fait agit en promouvant l'expression de l'ensemble des gènes du circuit cardiovasculaire. Et donc on a pu montrer dans cette étude que MESP1 en fait est un interrupteur qui fait qu'une cellule tout à coup, alors qu'elle est capable de donner beaucoup d'autres cellules du mésoderme ou d'autres cellules de l'endoderme, tout à coup quand cette cellule se met à exprimer MESP1, cette cellule est dirigée pour devenir une cellule cardiovasculaire. Et donc ce gène est un véritable interrupteur qui allume le programme génétique cardiovasculaire
au cours de la différenciation des cellules souches. Et donc bien sûr, ça suscite d'énormes questions, puisque à partir du moment où on identifie ce genre de mécanisme, on peut, utilisant ce gène, produire un nombre important de cellules cardiovasculaires de manière artificielle en utilisant ce gène. Alors on a voulu voir si ce gène suffisait en fait à isoler des progéniteurs cardiovasculaires, donc véritablement suffisait à isoler des cellules souches cardiovasculaires par lui seul, sans forcer son expression. Et donc on a construit une lignée avec un outil génétique qui permet en fait simplement à ces cellules de devenir vertes fluorescentes au moment où elles expriment ce gène. Et donc par rapport aux cellules qui n'ont pas la construction génétique, les cellules qui ont la construction génétique se mettent tout à coup au jour 3 à avoir un pôle fluorescent qui est le pôle, représente un pôle de cellules dans lequel ce gène est exprimé. Et ce qu'on a fait en fait, c'est qu'on a isolé ces cellules vertes fluorescentes, on les a remises en culture dans un milieu qui permet leur différenciation finale. Et en fait, on arrive à enrichir très fortement le système de culture pour des cellules cardiaques. Et si vous comparez les cellules qui n'expriment pas ce gène, on ne détecte virtuellement pas de battement dans ces cellules-là, alors que dans les cellules qui expriment ce gène, on arrive à obtenir un véritable tapis de cellules cardiaques. Et en fait, on n'a pas que des cellules musculaires cardiaques, on a regardé les autres types de lignées qu'on pouvait faire, et on arrive manifestement à produire des cellules cardiaques d'une part, mais également des cellules vasculaires, on va dire, et des cellules de la paroi vasculaire. Et enfin, quand on a fait des expériences où on a transplanté ces cellules dans des souris immunodéficientes, donc comme pour les expériences de moelle, de transplantation de moelle que je vous ai montré au début, on a pu montrer qu'in vivo, ces cellules sont capables de reproduire des cellules cardiaques de manière importante. Et donc finalement, la thérapie cellulaire cardiaque, même si elle a été relativement décevante avec les essais cliniques qui ont été réalisés ces dernières années, a de nouvelles perspectives par la compréhension de tous ces mécanismes qui font qu'une cellule devient une cellule souche cardiovasculaire et par la compréhension de comment cette cellule souche cardiovasculaire va se différencier en cellules cardiaques. Et on peut donc imaginer maintenant isoler des progéniteurs cardiovasculaires pour produire des cellules cardiaques à grande échelle. Et ces cellules peuvent être utilisées évidemment idéalement dans une optique de traitement d'infarctus ou d'insuffisance cardiaque. Je pense qu'il faut quand même être très conscient que la réalité clinique est encore très loin du rêve qu'on a tous en nous et qui nous motive sans doute dans nos recherches en partie, en tout cas moi. Mais ces cellules, de manière peut-être plus réaliste, peuvent être utilisées par l'industrie pharmaceutique pour identifier de nouvelles molécules qui pourraient cibler les cellules cardiaques ou vasculaires, peuvent être utilisées pour étudier la toxicologie de certains médicaments et donc constituent des outils puissants pour le développement de nouvelles perspectives thérapeutiques. Et donc voici un petit film qui vous illustre ce qu'on arrive à faire avec ces progéniteurs cardiovasculaires lorsqu'on les remet sur un substrat artificiel. Ici, je crois que c'est un dérivé de polyester. Ces cellules en fait vont s'intégrer, vont former un tissu qui intègre les circuits électriques et donc on arrive à détecter une contraction efficace de ce tissu artificiel. Et donc c'est bien sûr ce genre de tissu artificiel qui suscite énormément d'espoir pour le traitement, pour restaurer une fonction cardiaque chez les patients malades. Et donc ce tissu répond de manière électrique à une stimulation électrique en plus de sa contraction spontanée. Et donc je vais finir la présentation par vous parler de tout ce qu'il y a. Donc on a donc maintenant revu ensemble ce qu'est une cellule souche adulte, donc qui contribue au maintien des tissus. Il y a les cellules souches embryonnaires qui sont finalement le paradigme de la cellule souche puisque c'est la cellule la plus pluripotente, la plus parfois même multipotente, qui va donner naissance à l'ensemble de l'embryon, qu'on peut utiliser en laboratoire pour étudier des voies de signalisation, qu'on peut utiliser pour produire des tissus de manière artificielle. Et puis il y a toute cette ère des 10 dernières années qui est la découverte de nouvelles sources de cellules. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est les nouvelles sources ? Eh bien, les nouvelles sources, c'est le rêve de pouvoir faire des cellules souches
à partir de cellules différenciées. Alors simplement un petit bémol par rapport à ce que je viens de dire. Donc je vous ai déjà parlé des cellules souches cardiaques, mais donc en thérapie cellulaire cardiaque, c'est sûr qu'elles constituent un important espoir. Mais je vais donc un instant m'attarder sur les techniques qui permettent de recréer les cellules souches à partir de cellules différenciées. Donc là, en fait, ce qu'on essaye de faire, c'est l'inverse de ce qui se fait dans le développement. Donc dans le développement, on a au départ une cellule totipotente qui devient pluripotente, qui devient multipotente, qui devient finalement parfois unipotente. Et donc on a une cascade dans laquelle le répertoire de différenciation des cellules est restreint d'étape en étape. Et au final, on a une cellule complètement différenciée qui est la cellule de notre tissu, par exemple de la peau. On a des cellules de la peau complètement différenciées. Et en fait, ce que les chercheurs ont essayé de faire, c'est de faire le chemin inverse, de prendre une cellule complètement différenciée et de la retransformer dans une cellule qui ressemble à la cellule primitive du développement, donc à la cellule idéalement totipotente, mais en fait, ils arriveront à faire des cellules pluripotentes. Et donc, il y a eu plusieurs manière d'aborder cette technique. Donc la première technique qui a été utilisée historiquement, dont vous avez tous entendu parler probablement, c'est le transfert nucléaire. Alors qu'est-ce que c'est le transfert nucléaire? C'est qu'on a pris donc une cellule, on prend un noyau, on prend donc un ovocyte, donc la cellule initiale avant la fécondation. On énuclée ces cellules, ça veut dire qu'on lui retire tout le matériel génétique qu'elle a en elle, et on introduit artificiellement dans cette cellule le noyau d'une cellule complètement différenciée. Et donc ce noyau comporte toute l'information génétique de la cellule dont il est originaire. Et en fait, la magie de ça, c'est que l'ovocyte contient dans son cytoplasme, donc dans la cellule, donc pas dans le noyau de l'ovocyte, mais dans le liquide qu'il y a dans cette cellule, il y a en fait l'ensemble des facteurs qui font que cet ovocyte est une cellule totipotente. Et donc en fait ce qui se passe, c'est que ce noyau qui au départ est un noyau très très différencié et très très spécialisé va être reprogrammé par les facteurs solubles qui se trouvent dans le noyau de cette cellule, de l'ovocyte, et finalement permet de reprogrammer ce noyau vers un état complètement indifférencié et totipotent. Alors c'est évidemment techniquement très difficile à réaliser, mais à partir de ça, on a pu réimplanter ces ovocytes modifiés par le nouveau matériel génétique qu'ils contiennent. Et lorsqu'on réimplante ces ovocytes, en fait, on arrive à reproduire un individu complet, en tout cas un animal complet, on ne va pas dire un individu, un animal complet qui a exactement la même information génétique que le noyau qu'on a utilisé, qu'on a réintroduit dans cette cellule. Et c'est ainsi qu'on a fait le fameux mouton Dolly à partir de cette technique de transfert nucléaire. Alors bien sûr, on peut imaginer comme ça refaire, donc de manière plus simple, plutôt que de réimplanter ces ovocytes modifiés, on peut refaire des lignées de cellules souches qui contiennent un matériel génétique précis. Et en fait, je pense une des plus grandes découvertes de ces dernières années a été l'identification des facteurs présents dans ce noyau qui vont permettre cette reprogrammation. Et maintenant, on n'a plus besoin de faire de passer par cette énorme difficulté technique. On arrive en fait à injecter dans une cellule à l'aide de virus ou à l'aide de différentes techniques qui ont été montrées maintenant, en introduisant 4 facteurs dans une cellule différenciée, on arrive à reprogrammer cette cellule vers une cellule indifférenciée. Et ça, c'est ce qu'on appelle les cellules pluripotentes induites ou iPS cells, qui sont en fait des véritables cellules souches embryonnaires laïques, sans en être, puisqu'elles sont issues d'une cellule adulte. Et donc en fait, les cellules souches pluripotentes induites sont en fait une technique qui permet de reproduire ceci, mais de manière beaucoup plus simple. Et donc on prend 4, par exemple, pour dire ça un peu grossièrement, mais on prend 4 virus, on infecte une cellule souche, on infecte une cellule de la peau, un fibroblast de la peau avec 4 virus, et au final on obtient une cellule qui est une cellule souche, comme une cellule souche embryonnaire, mais qui est issue d'une cellule souche adulte et qui finalement permet de bypasser toutes les contraintes éthiques de l'utilisation des cellules souches embryonnaires. Et donc, voici en fait la technique du transfert nucléaire. Donc, le transfert nucléaire consiste à prendre cet ovocyte énucléé, donc duquel on a retiré le noyau. On prend le noyau de cellules différenciées, on réintroduit ce noyau dans l'ovocyte,
Et au final, en fait, on obtient une nouvelle cellule. Et quand on réimplante ces cellules, en fait, c'est comme ça qu'on a pu cloner Dolly, qui est donc en fait exactement... Ce mouton-ci a exactement le même bagage génétique que sa mère. Et c'est ainsi qu'on a pu cloner toute une série d'espèces, notamment les grenouilles, les crapauds, les chèvres, les moutons, les chats, les chiens. Je pense que toutes les espèces, tous les mammifères ont été clonés de la manière suivante à l'heure actuelle. Bien évidemment, toutes ces techniques sont complètement interdites chez l'homme. Et donc, je vous rappelle que chez l'homme, tout ce qui va produire un matériel capable de se transmettre est complètement interdit. Donc, il est tout à fait interdit de faire ce genre d'expérience. Et par exemple, les chats, ça a été fait également. Et un autre exemple de ce genre d'approche, finalement, on peut dire que ce sont les plantes. Quand on voit les champs de tulipes, en fait, tout ça est issu de croisements de fleurs entre elles. Et il y a des techniques également qui ont été utilisées de reprogrammation nucléaire pour créer de nouvelles espèces. Et donc, évidemment, ces techniques-là soulèvent énormément de questions éthiques et jusqu'à quelle limite peut-on aller dans ce qu'on fait. Il y a des lois qui sont sorties et qui, heureusement, balisent ce terrain. Mais je voudrais quand même insister sur l'importance de la découverte de ces cellules souches pluripotentes induites, parce qu'on peut maintenant, donc, à partir du patient, imaginer faire une biopsie de la peau, donc prendre juste un petit morceau de peau, des cellules de la peau, les mettre en culture, transformer ces cellules en cellules pluripotentes induites et utiliser ces cellules pour comprendre, en fait, pour aborder plusieurs questions. D'une part, comme ces cellules pluripotentes induites ont exactement le bagage génétique du patient, si on les différencie dans un laboratoire, on peut étudier les mécanismes par lesquels ces cellules se différencient et identifier quelle est l'anomalie de différenciation qui arrive chez certains patients et donc comprendre les mécanismes de certaines maladies. Et donc elles offrent un nouvel outil pour comprendre la physiologie et donc les mécanismes par lesquels certaines maladies arrivent. Par ailleurs, quand on peut utiliser ces cellules souches induites comme un outil diagnostique également. On peut utiliser l'étude de cette différenciation de cellules normales ou anormales pour identifier la maladie dont est porteur le patient. On peut hybrider ces cellules sur des plaques de microarrays, comme je vous ai montré lors de mon étude, mais donc on peut avoir véritablement des panels d'expression de gènes dans ces cellules et identifier des nouveaux gènes impliqués dans certaines maladies et utiliser ça pour faire avancer les connaissances sur les maladies. Enfin, on peut utiliser ces cellules aussi pour produire des tissus, comme par exemple du tissu cardiaque, comme par exemple du tissu nerveux, comme par exemple de la peau. On peut utiliser ces cellules qui sont exactement les mêmes cellules que le patient, donc qui évitent tout rejet humain, donc ça on peut peut-être en discuter après. Mais donc on peut produire des tissus autologues du patient qui peuvent être utilisés en thérapie pour régénérer des tissus abîmés. Et donc ça, je pense que c'est quand même une des découvertes majeures de ces dernières années. Et ce qui manque encore à l'heure actuelle, je pense que c'est la démonstration même que ces cellules peuvent être utilisées à des fins thérapeutiques, parce qu'il n'y a pas vraiment d'exemple, à part un exemple pour des maladies du sang, je pense la drépanocytose. Mais le jour où on démontrera que ceci est vraiment faisable, et il y a beaucoup de groupes qui travaillent dans différents hôpitaux, je pense que celui qui a découvert ça, et je l'espère pour lui, sera récompensé par un prix Nobel, parce que ça vraiment c'est une découverte majeure en médecine qui ouvre à la fois des perspectives de traitement mais aussi des perspectives de compréhension et donc constitue vraiment un développement majeur en médecine. Et donc pour les curieux qui veulent en savoir plus et aussi pour compléter je pense ce qui n'a pas été dit ce soir, il y a des sites particulièrement bien faits que j'ai un peu découvert à l'occasion de cette préparation, puisque c'est vrai que je suis fort focalisé sur la cardiologie et le développement des cellules souches embryonnaires. Et en fait, il y a des sites très bien faits sur le site de l'Europe, notamment Eurostem-Cell, sur lesquels vous pourrez avoir accès à plusieurs films réexpliquant ce que c'est une cellule souche, comment elles sont produites, d'où elles viennent. Et il y a en particulier des petits films qui soulèvent des questions éthiques autour des cellules souches. Il y a un autre site australien qui est vraiment bien fait et qui reprend pas mal de questions fondamentales autour des cellules souches. Et enfin, il y a l'ASSIR, qui est un centre international qui concentre toutes les connaissances autour des cellules souches. Et leur congrès constitue d'ailleurs une
une des grandes réunions des cellules souches au monde. Et donc je vais finir l'exposé en remerciant l'ensemble des membres du laboratoire qui m'ont permis de développer ces projets, et Willa Diasso toujours. Et donc en particulier, je voudrais juste insister pour remercier Cédric Blancpain, qui est cet homme-là, qui est donc mon superviseur pour l'ensemble de mes travaux et qui m'a guidé dans cet apprentissage des cellules souches et qui était en fait votre invité de départ, mais qui malheureusement n'a pas pu venir. Et donc j'espère avoir été à la hauteur de vos attentes. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Voilà, merci beaucoup. Ça dépassait bien au-delà de nos attentes, il n'y a aucun souci. Merci beaucoup. Alors, qui commence le bal des questions? Madame? Une question, simplement un paradoxe. On parle de cellules souches et alors on se dit pourquoi on vieillit, quoi, puisque tout est remplacé si facilement. C'est un peu naïf, mais c'est ma question. Non, je pense que ce n'est pas du tout naïf. Il y a des tissus qui ne vieillissent quasi pas ou qui vieillissent que très tard. Par exemple, la peau, en dehors des fibres élastiques qui s'abîment et qui vont faire qu'on va avoir des rides à un certain âge, la peau est un tissu qui se renouvelle de manière constante et de manière relativement fiable et de manière constante dans le temps. Il est vrai qu'il y a des cellules souches décrites dans beaucoup d'organes, mais comme je vous l'ai dit, par exemple dans un cœur ou dans un cerveau, ces cellules souches sont présentes, mais totalement quiescentes, donc elles sont au repos et ne contribuent pas à la régénération du tissu. Et c'est ça qui fait sans doute qu'on vieillit, c'est que ces cellules souches présentes dans ces organes qui se renouvellent peu sont sans doute des résidus du développement embryonnaire, en tout cas c'est ce qu'on croit, c'est pas encore tout à fait sûr, mais ces cellules souches résidus du tissu embryonnaire ne sont pas suffisamment nombreuses ou pas suffisamment actives que pour entraîner un renouvellement efficace de l'organe. Et donc on vieillit, et l'organe s'abîme, et quand il est lésé, il ne se régénère pas. Par exemple, un cœur, on a un infarctus, eh bien l'infarctus laisse une cicatrice derrière lui, et jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de mécanisme efficace, on va dire efficace, parce qu'il y en a peut-être un, mais il n'y a pas de mécanisme efficace qui va régénérer la cicatrice d'infarctus, comme c'est le cas dans la peau. Par exemple, dans la peau, quand on a une lésion, elle est complètement renouvelée et au bout de quelques jours, on ne la voit plus. Et donc, il y a probablement des cellules souches dans la plupart de nos organes, mais tous nos organes n'ont pas la chance d'avoir un pool suffisant de cellules souches ou pas un pool suffisamment actif de cellules souches pour permettre une régénération correcte. Et donc, il y a du vieillissement qui s'installe. Et je pense qu'un des défis de la médecine de demain, c'est de comprendre justement comment est-ce qu'on peut apprivoiser ces quelques cellules souches qu'il y a, comment est-ce qu'on peut les faire réentrer en division, comment est-ce qu'on peut les faire réentrer en différenciation, et comment est-ce qu'on... Donc ça implique potentiellement de les isoler, mais il y a peut-être moyen de le faire sans. Et c'est une des approches du futur, c'est d'utiliser ce petit contingent de cellules souches dans certains organes pour augmenter le pouvoir de régénération des organes. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus rêver trop loin. Je pense que il y a sans doute une fin établie et peut-être qu'on pourra augmenter un peu la quantité de vie en apprivoisant ces cellules souches, mais personnellement, je ne pense jamais qu'on arrivera à prolonger l'espérance de vie de manière indéfinie, et je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose pour l'humanité. Mais ça, c'est un autre débat éthique. Une autre question? Oui. Oui, peut-être au niveau du cerveau, où en est-on par rapport aux cellules souches? Puisque vous avez dit que c'était un organe où il y en avait moins. Enfin, je ne sais pas si j'ai très bien compris ou si... Donc il y a des cellules souches dans le cerveau, donc il y a des cellules souches adultes dans le cerveau, et ça a été montré de différentes façons, mais le cerveau n'est pas capable de se renouveler, n'est pas capable de cicatriser, n'est pas capable de se régénérer. Mais c'est vrai que le cerveau a fait beaucoup parler de lui autour des cellules souches, parce que notamment dans la maladie de Parkinson, c'est une des applications où on a essayé... Par exemple, la maladie de Parkinson, pour vous expliquer ça simplement, c'est donc une maladie neurologique où il y a une dégénérescence spécifique de cellules qui vont produire la dopamine, qui est un agent neurotransmetteur et qui est important dans l'équilibre des mouvements, dans l'équilibre de la motricité. Et donc on s'est dit, une façon simple d'aborder ça, en tout cas conceptuellement, c'est de se dire, on va prendre des cellules souches pour recréer des neurones qui vont produire de la dopamine. Donc ces neurones dopaminergiques, on a espéré pouvoir en refaire à partir de cellules souches
et greffer ça chez des patients atteints de maladie de Parkinson. Et en fait, il s'avère que la plupart des essais cliniques qui ont été réalisés, enfin c'est pas clinique, c'est d'abord chez l'animal, ont été extrêmement décevants parce que quand on prend des cellules souches embryonnaires et qu'on les greffe comme telles, elles ont un tel pouvoir de différenciation dans des tas de choses qu'en fait on a formé chez ces souris des tumeurs, ce qu'on appelle les tératomes, donc, comme je vous ai introduit au début. Donc c'est ces tératomes qui se sont formés plus qu'une véritable différenciation en neurones dopaminergiques. Et donc il s'avère que quand on greffe des cellules souches à l'état cellules souches, ben ça ne marche pas, parce qu'elles sont tellement puissantes de se différencier dans plein de choses qu'on fait n'importe quoi. Et donc maintenant, le défi, c'est justement de comprendre quel est le progéniteur beaucoup plus spécialisé issu des cellules souches qu'on peut isoler et greffer chez un patient sans prendre un risque de développer une tumeur du développement, donc cet tératome. Et je connais peut-être un peu moins la neurologie, mais je sais que par exemple dans ce qui est du domaine du cœur, quand on a transplanté ces progéniteurs cardiovasculaires, on a pu obtenir une différenciation cardiaque sans obtenir ces tumeurs. Donc ça suscite de nouveaux espoirs, mais je crois qu'il faut être vraiment réaliste. La thérapie cellulaire en médecine à l'heure actuelle, à l'exception des greffes de moelle osseuse pour régénérer les cellules sanguines, je pense qu'il n'y a aucun exemple qui ait été convaincant d'un effet majeur en médecine. Et donc tous les espoirs qui ont été faits dans la maladie de Parkinson ont fait beaucoup parler d'eux. C'était clairement un très beau modèle pour essayer de la thérapie cellulaire. Malheureusement, la réalité a montré qu'il fallait mieux comprendre quelles cellules on greffe chez ces patients et sans doute des cellules beaucoup plus spécialisées qu'une cellule capable de faire beaucoup trop et qui va alors créer des problèmes. Et donc je pense que ça c'est un point aussi dont il faut être conscient dans le public, c'est qu'il y a beaucoup de... Enfin je pense que quand on allume la télé, on tombe facilement sur des émissions où on parle de cellules souches et on promet monts et merveilles avec tout type de cellules, qu'on va vous refaire du muscle, on va vous refaire du cœur, on va régénérer le cerveau, qu'il n'y en a plus de place pour le vieillissement. Et moi, personnellement, mon point de vue, c'est que quand on entend ces émissions et quand on regarde vraiment sur quelle évidence ces gens se reposent pour proposer des traitements par thérapie cellulaire, il y a en fait très peu d'évidence d'efficacité. Ce qu'on vend, parce que finalement, ces sociétés souvent vendent, on vend un concept et un produit qui est quelque part alléchant parce qu'il promet beaucoup, mais en réalité, il y a très peu d'exemples d'une efficacité majeure d'une thérapie cellulaire. Je dis bien à l'exception des maladies sanguines, où là, la médecine l'a clairement démontré depuis plus d'une vingtaine d'années. Oui, ok. Dans le sang de cordon, il y a des cellules souches. Mm-hmm. Est-ce qu'on peut imaginer de conserver, par exemple, à la naissance d'un enfant, un peu de sang de cordon, dans l'hypothèse où plus tard, il faudrait guérir quelque chose chez cet enfant? Donc bien sûr, ça, ce sont donc les banques de cellules souches sont des banques qui existent, et en particulier les banques de sang de cordon existent, il y en a en Belgique. Et je pense que c'est quelque chose qu'on propose maintenant assez systématiquement aux femmes enceintes, de stocker du sang de cordon. Je pense que c'est une bonne chose de le faire parce qu'effectivement, on a alors potentiellement des cellules autologues, donc véritablement identiques à celles qu'on a disponibles. Maintenant, je dirais que la limite de ça, c'est qu'à l'heure actuelle, il n'y a rien. On peut faire des stocks de cellules. On pourrait aussi faire des stocks de cellules pluripotentes qu'on s'induit tous de nous-mêmes pour avoir nos stocks de nos cellules un jour si on en a besoin. Mais je dirais quand même qu'à l'heure actuelle, il y a très peu d'applications cliniques qui ont été montrées efficaces à partir de ces cellules. Donc c'est sans doute un bon pool de cellules parce qu'il est accessible, parce qu'effectivement ça termine, si on ne le fait pas, ça termine dans une poubelle, pour le dire un peu platement, mais c'est la réalité. Et donc quelque part c'est sans doute bon de les avoir. Maintenant je pense que dire qu'on va guérir des maladies avec ces cellules-là, mais il n'y a encore eu aucun exemple très concret. Une autre question ? Oui. Un peu de patience, on arrive.
Voilà, on a parlé des cellules souches chez les mammifères. Je voudrais savoir ce qu'il en est dans le reste du règne animal et aussi dans le règne végétal, si éventuellement ça existe. Et puis un autre point, est-ce que ça permet de mieux comprendre les mécanismes en jeu dans la genèse des cancers? Donc ça, c'est une excellente question. La réponse est qu'effectivement, il existe des cellules souches, pas que chez les mammifères. Donc les cellules souches sont présentes dans l'ensemble des espèces et ça remonte même chez les mouches, dans les organismes primitifs, dans les vers. Donc, je pense que, par exemple, les organismes primitifs sont un des meilleurs exemples de régénération. Par exemple, si vous coupez un ver de terre en deux, il est capable de se régénérer complètement, plutôt que de délaisser deux demi-vers qui vont mourir. Donc, c'est typiquement dans les organismes dits inférieurs, un terme que je n'aime pas tellement, mais bon, c'est dans ces organismes-là que les cellules souches, le paradigme des cellules souches est le plus évident. Et donc, il y a clairement des cellules souches dans l'ensemble des espèces, pas que chez les mammifères. Bon, il se fait qu'évidemment, comme médecin, on s'intéresse peut-être plus facilement aux cellules de mammifères, mais l'existence de cellules souches est clairement démontrée dans d'autres espèces, et je dirais même que ce sont dans ces autres espèces que la régénération est le plus efficace. Si vous prenez un cœur de poisson, genre zebrafish, donc le poisson zébré, que vous coupez le cœur en deux, ce cœur se régénère spontanément, et donc ça suggère aussi qu'il y a des cellules souches dans le cœur chez le poisson, mais donc véritablement, il y a des mécanismes de régénération beaucoup plus important que chez l'homme. L'homme n'est pas en fait une très bonne espèce en termes de régénération. Pour les plantes, c'est la même chose. Donc il y a aussi des cellules souches dans les plantes et il y a dans le cycle des saisons, tout ce cycle de régénération, il y a en fait chaque fois des cellules souches qui rentrent en division et qui recréent l'organe à chaque cycle. Alors pour ce qui est des cancers, donc j'ai pas abordé le sujet parce que c'est peut-être un peu compliqué, mais c'est également un des domaines privilégiés de notre groupe de recherche, du groupe de Cédric Blancpain en tout cas. Et en fait, la question des cellules souches cancéreuses est une question qui est apparue il y a à peu près une dizaine d'années. Et en fait, on peut voir ce problème-là, enfin cette question-là de deux manières. La première question, c'est de se dire, est-ce que les cancers sont issus de cellules souches? Et donc, est-ce que ce sont les cellules souches de nos tissus qui tout à coup se dérèglent et deviennent des cellules cancéreuses? Ou est-ce que ce sont les cellules différenciées des tissus qui se dédifférencient, se reprogramment en quelque sorte, comme ce qu'on fait artificiellement pour les cellules souches pluripotentes induites, redeviennent des cellules souches laïques, on va dire, ressemblant à des cellules souches, et que celles-là donnent naissance au cancer. Et donc ça, c'est une des questions qu'on adresse dans le laboratoire, et il s'avère qu'en fait, il y a des cellules, par exemple dans les cancers de la peau, et c'est un travail que Cédric Blancpain a publié récemment, dans le cancer de la peau, on a pu identifier qu'il y a un certain compartiment des cellules de la peau capable de générer certains types de cancers de la peau. Et donc il existe clairement une relation entre des cellules, il y a certains sous-types de cellules qui sont plus à même de former des cancers que d'autres. Donc toutes les cellules ne sont pas égales par rapport à la formation de cancer. Et ensuite, il y a une autre manière de poser cette question, c'est de se dire, au sein des cancers, donc quand on prend l'ensemble de la masse cancéreuse, est-ce qu'il y a une hétérogénéité dans les cellules qui la composent? Donc il est sûr qu'il y a toujours des cellules plus ou moins différenciées, et les cellules différenciées permettent en général de dire c'est un cancer, par exemple du poumon, s'il y a des cellules type pulmonaire dans cette tumeur. Mais à côté de ces cellules différenciées, on retrouve dans les tumeurs des cellules beaucoup plus indifférenciées qui ressemblent fortement à des cellules souches. Alors la question c'est, est-ce que c'est vraiment ces cellules souches, enfin ces cellules indifférenciées dites potentiellement souches, qui maintiennent la tumeur, qui l'entretiennent, et est-ce que ce sont ces cellules-là qui résistent au traitement et qui font qu'on a une première réponse au traitement et qui vont redonner naissance à des nouvelles tumeurs, donc à des rechutes ultérieures alors qu'on pensait être potentiellement guéri. Et donc ça s'avère également vrai. Il y a au sein des tumeurs des cellules qui sont plus ou moins quiescentes, qui ont des propriétés de cellules souches et qui sont capables de régénérer la tumeur après une période de temps plus ou moins limitée. Donc il s'avère qu'il y a manifestement des cellules souches dans les tumeurs et qui sont potentiellement des cellules
à la base des récurrences de maladies après traitement. Et donc ça, évidemment, c'est un point majeur pour l'approche de nouveaux traitements contre le cancer, puisque si on arrive à comprendre ce qui régule ces cellules souches, qu'est-ce qui font qu'elles restent là, et si on arrive à véritablement cibler ces cellules souches, on pourrait développer des traitements contre le cancer beaucoup plus efficaces et potentiellement beaucoup plus efficaces contre la rechute du cancer. Et donc ça, c'est un des domaines majeurs en termes de cellules souches. J'ai hésité à mettre ça dans la présentation d'emblée, tellement c'est important, je pense, mais j'avais un peu peur de compliquer. Mais je vous remercie pour la question. Une autre question, intervention? N'hésitez pas. Oui. Madame est à 3 dans l'échelle de Cerdu. Oui, en fait, c'est encore une question toute simple. J'avais entendu que, par exemple, un animal qui a été cloné vivait moins longtemps que quand il est créé naturellement, quoi. Qu'est-ce qui expliquerait ça, puisqu'au départ, les cellules sont bonnes? Oui, donc en fait, les cellules sont bonnes, ça veut simplement dire... Tout ce qui est sûr, c'est qu'elles sont génétiquement identiques. Donc elles ont le même bagage génétique. Mais à côté de la génétique, il apparaît quand même à l'heure actuelle qu'il y a autre chose. Donc, il y a à côté des gènes, il y a tout ce qu'on appelle l'épigénétique. Et donc, pour m'expliquer, il y a le bagage génétique qu'on a qui est inscrit dans nos gènes sur l'ADN. Et puis il y a autour tout ce qui va réguler l'expression des gènes, réguler l'état de l'ADN, réguler... Donc il y a notamment des méthylations, des acétylations, des enzymes qui jouent là-dessus. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Et en fait, ces embryons, tous ces animaux issus de clonage ne sont pas du tout normaux. Et déjà, au moment de leur développement embryonnaire, ils ont des gros placentas, ils ont souvent des anomalies cardiaques. Et donc, malgré qu'ils ont un bagage génétique qui, a priori, est bon, puisque la cellule donneuse, a priori, est une cellule saine, il s'avère que leur développement est anormal. Et donc, effectivement, ils vivent moins longtemps également. Et pour expliquer ça, même si c'est vrai qu'on ne comprend pas bien ça à l'heure actuelle, on pense que ce sont ces mécanismes épigénétiques qui pourraient jouer un rôle. Et notamment, un des phénomènes épigénétiques bien connus, c'est l'inactivation du X. Donc, les femmes ont par exemple tous 2 chromosomes X. Pour que le développement se passe normalement, il faut en inactiver un des 2. Et donc, il y a des mécanismes qui contrôlent et qui vont véritablement inhiber un des chromosomes X. Et donc, ces mécanismes peuvent s'appliquer à d'autres gènes, à d'autres chromosomes, et ça, on ne connaît pas encore très très bien tout ça. Et ces embryons, en fait, ces animaux clonés, ont une maladie du développement qu'on pense être liée à des anomalies de la régulation de l'épigénétique. Mais tout ça est encore très spéculatif, et donc on ne peut pas dire que ces animaux clonés soient des animaux normaux. Et même si c'est vrai que sur photo, ils sont très beaux, ils ressemblent complètement à l'animal dont ils sont issus, en pratique, en réalité, ils ne sont pas tout à fait identiques et ils n'ont pas du tout un développement normal. Oui. Pour être sûr d'avoir bien compris, vous avez parlé au niveau éthique, au niveau humain, de la nécessité d'empêcher que ça se transmette de génération en génération. Au niveau des végétaux, au niveau des animaux, au niveau des végétaux, je prends le cas du maïs transgénique. Quand on reprend une semence de maïs transgénique, on ne sait plus le replanter. Au niveau des animaux, est-ce que c'est la même chose? Donc le maïs transgénique, on ne sait plus le replanter parce qu'il a été modifié pour ne plus pouvoir être replanté. Souvent, c'est un mécanisme de protection d'ailleurs des sociétés qui vendent ce genre de maïs. Mais ça veut dire qu'il pourrait transmettre, si on n'avait pas un système volontaire de reproduction, il pourrait transmettre le gène que l'on a modifié. Oui, et potentiellement, même chez l'homme, avec des cellules souches embryonnaires humaines, pour autant qu'elles soient vraiment vraies, ces cellules souches embryonnaires, mais ce qui a l'air quand même d'être le cas pour certaines lignées, s'il n'y avait pas la loi et la barrière éthique, il y a conceptuellement moyen de cloner des humains également. Mais c'est quelque chose qui est complètement bétonné par la loi, protégé, et donc la loi interdit formellement à toute personne de produire un outil qui permet une transmission génétique chez l'homme. Et donc ça, c'est la définition de la barrière, la limite qu'on a mise. Par contre, chez les animaux, il n'y a pas de barrière de ce type-là. Et donc on peut créer des cellules souches
modifier, les réagréger et transmettre le matériel génétique de génération en génération. Merci. Et dans le monde végétal, c'est la même chose. Alors, les organismes génétiquement modifiés, je dirais que c'est souvent, à mon avis, plus, par exemple, les plantes ou les tulipes ou des choses comme ça, qu'on peut acheter des bulbes de tulipes génétiquement modifiées, qui sont très belles, qui poussent très bien. Et en fait, la plupart des plantes qu'on achète sont génétiquement modifiées, sans doute. Mais là, c'est souvent des outils génétiques qui sont développés pour empêcher justement la propagation de ces lignées spéciales, ce qui va obliger le collectionneur de tulipes à racheter ses bulbes chaque année, par exemple. Merci bien. Moi, j'avais une question. Combien de temps peut-on maintenir une lignée de cellules souches embryonnaires comme ça? Donc, en fait, théoriquement, on peut la maintenir indéfiniment. Et donc, ça, je dirais que c'est un des avantages, c'est que la grosse difficulté, c'est de les isoler, de les mettre en culture et d'en obtenir les premiers passages, comme on dit, parce que là, on travaille avec très peu de cellules au départ. Et puis, une fois qu'on les a amplifiées, on peut faire des stocks. Ces stocks, on peut les dégeler. Donc, on stocke ça dans des tanks à azote à moins 160 degrés, comme on stocke les spermatozoïdes ou les ovocytes humains, d'ailleurs. Et ces cellules peuvent être gardées comme ça de manière indéfinie. Et on peut les dégeler à un moment donné en fonction des besoins. Et donc, dégeler une lignée de cellules souches, ce n'est pas quelque chose de très difficile. Et ça ne demande pas un matériel très compliqué. Donc, c'est ce qui fait que c'est un bon modèle accessible, qui a des lignées accessibles, et enfin donc un bon outil pour étudier des questions. Maintenant, en pratique, c'est vrai que on ne les considère pas comme éternels ni indéfinis. En fait, au fur et à mesure des passages, il y a quand même un micro-risque, parce que bon, c'est vrai qu'on a identifié les conditions nécessaires au maintien de leur état indifférencié, les conditions qui permettent de les garder en culture comme ça, mais ça implique quand même chaque fois qu'on doit les décoller, les diluer, parce qu'elles continuent à pousser, et si on les laisse à pousser dans une boîte, ben, elles vont finir par remplir la boîte, se différencier, elles ne seront plus des cellules souches. Donc on est obligé de passer ces cellules de manière récurrente, assez fréquente, et on prend toujours un petit risque qu'elles entrent en différenciation au moment où on les décolle de la boîte et on les passe d'une fois à l'autre. Donc en général, on considère qu'on peut les utiliser jusqu'à une trentaine de passages, mais tout ça c'est très arbitraire. Mais bon, une trentaine de passages, ça fait déjà quand même pas mal de réserves pour faire des choses entre-temps. Une autre question? Oui, Pierre? Lorsque vous partez d'une cellule embryonnaire, qu'est-ce qui donne l'ordre de différenciation? Une cellule, tiens, je vais devenir une cellule cardiaque ou bien une cellule de la peau. Donc ça aussi, c'est une très bonne question. Je dirais que dans la cellule souche embryonnaire, il y a surtout un ordre qui verrouille la différenciation. Et en fait, il y a 3 gènes principalement qui contrôlent ça. C'est les gènes NANOG, OCT4 et SOX2, qui sont en fait des gènes qui vont contrôler l'activité de toute une série d'autres gènes impliqués dans la différenciation. Et donc, ils verrouillent l'expression de ces gènes de différenciation, mais de manière relativement incomplète. Ça veut dire qu'à l'état basal, tout le temps, une petite expression de gènes de différenciation. Et elles expriment, en fait, ces cellules souches expriment plein de gènes de différenciation à de très faibles niveaux. Et puis, tout à coup, quand on lève cette inhibition, si vous voulez, on lève l'expression de ces 3 gènes, et en fait, ces 3 gènes sont maintenus par les facteurs qui maintiennent les cellules indifférenciées. Quand on lève l'expression de ces 3 gènes, tout à coup, il y a certains gènes de différenciation dans cette espèce de bruit de fond qui vont prendre le dessus, et la cellule va s'engager vers une lignée soit ectodermique, soit endodermique, soit mésodermique. Et certains gènes, par exemple OCT4, NANOG et SOX2, vont contrôler plus spécifiquement certains promoteurs, donc certaines régions du génome, plus que d'autres. Et donc je dirais que ça c'est aux étapes les plus initiales. Donc c'est dans le choix entre de devenir une lignée ectodermique, mésodermique ou endodermique. Et puis après, il y a toute une cascade de gènes en aval de ces gènes initiaux qui s'organisent. Et par exemple, pour revenir à l'exemple qu'on a cité, ce gène MESP1 est un gène qui, lorsqu'il s'allume, et on ne sait pas encore très bien ce qu'il allume dans le développement, mais on y travaille, lorsqu'il s'allume, la cellule devient une cellule cardiovasculaire. Elle est définie comme telle. Et donc on pense que l'expression d'un gène comme ça, par exemple, c'est un des exemples d'un gène qui
va allumer toute une série de gènes en aval qui fait que la cellule est définie comme étant une cellule cardiovasculaire. Et donc en fait c'est une étape, le développement est une succession de spécifications qui font qu'une cellule devient de plus en plus spécialisée. En fait on part d'une cellule capable de tout faire, qui va s'engager dans une différenciation. Au départ il y a un choix entre 3 grands types de lignées, soit l'ectoderme, soit le mésoderme, soit l'endoderme. Et puis au sein de ces différents feuillets, il y a toute une série de cascades qui font qu'elles se sous-spécifient, 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 pour finalement donner des cellules souches avec un potentiel restreint, mais qui vont donner naissance au tissu donné. Et autour de ça, c'est un peu simpliste, il y a des cascades de signalisation, il y a des influences de facteurs de croissance, il y a tous des gradients donc, dans l'embryon qui font que justement ces événements apparaissent à certains endroits et pas d'autres, et c'est ça qui fait toute la structuration de l'embryon. Et donc c'est vrai que par exemple nous, nos corps embryoloïdes en culture, c'est quelque chose d'assez hétérogène, pas très bien contrôlé, on fait des cellules un peu n'importe comment, n'importe où. En embryon c'est beaucoup plus structuré, le développement cardiaque apparaît par exemple à un endroit bien précis et pas ailleurs. Et donc ça c'est toute la beauté du développement aussi, c'est qu'il y a cette cascade de spécifications qui est organisée sans doute par des gradients de facteurs de croissance, et donc tout se fait, une fois que le programme s'engage, ça se fait un petit peu aléatoirement et en même temps de manière coordonnée. Il y a beaucoup de contrôle quand même, malgré tout. Une autre question ? Oui. Oula, vous approchez de la boisson gratuite, mais comme elles sont toutes gratuites tout à l'heure. Ben, c'est une question qui rejoint un peu celle de monsieur. Moi je me dis quand tout est fini, qu'est-ce qui fait que ça s'arrête ? Quand le cœur est terminé, qu'on n'a plus besoin qu'éventuellement des cellules, excusez-moi, pour la réparation, quel est le phénomène qui fait que ça stoppe, quoi ? Qu'il n'y a pas une excroissance, que ça ne continue pas. Mais donc ça, je dirais que dans le cœur, c'est sans doute pas bien compris, mais dans certains organes, comme la peau, on sait qu'il y a des voies de signalisation qui maintiennent le pool de cellules souches. Et il y a des facteurs de croissance, notamment la voie Wnt ou BMP, face à des facteurs de croissance dont je n'ai probablement pas entendu parler, mais ce sont des voies de signalisation qui sont médiées par des récepteurs qui activent une cascade de signalisation et qui fait qu'il y a une série de gènes, de cellules souches qui sont maintenues, exprimées. Et donc, il y a un contrôle, on va dire, extrinsèque du maintien des cellules souches. Et dans certains organes, c'est nécessaire et maintenu. Dans d'autres organes, ça s'éteint, sans doute parce que c'est plus absolument nécessaire. Ça, c'est un peu, peut-être un petit peu darwinien comme vision, mais c'est un peu du on-off. Mais il y a sans doute un phénomène sélectif dans l'évolution qui fait que pourquoi la peau se renouvelle à ce point-là et s'est maintenue au cours de l'évolution, c'est sans doute que ça répond à un besoin par rapport à l'agression qu'elle peut subir, et elle a un besoin de régénération beaucoup plus important qu'un cœur qui a priori n'est pas touché avant 50, 60 ans dans la moyenne des gens et pas pour tout le monde. Donc il n'y a pas un besoin absolu de sélection d'un mécanisme de régénération. Une question un peu naïve. Les fameuses cellules cardiaques qu'on voyait battre à l'écran, qu'est-ce qui se passe si on les injecte au bon endroit dans un cœur? Elles continuent à se développer ou bien elles sont éjectées? Non, donc en fait, donc ça a été fait avec des cellules souches cardiaques dérivées de cellules souches embryonnaires humaines qu'on a greffées chez des rats. Bon, ça a été fait aussi à partir de cellules de souris dans la souris. Et en fait, ces cellules cardiaques s'intègrent dans le tissu cardiaque et prennent une activité de contraction et donc s'organisent véritablement comme un tissu. Mais c'est vrai qu'elles le font, mais ce n'est pas vrai qu'elles le font de manière très efficace. Et donc il y a souvent un problème la prise des cellules n'est quand même pas optimale, et le nombre de cellules qu'il faut transplanter pour arriver à ça n'est pas non plus du tout évident à atteindre. Et c'est pour ça qu'il y a notamment dans le cœur toutes ces approches qu'on appelle de tissue engineering, qui consistent à faire des feuillets de cellules cardiaques au laboratoire, et c'est peut-être ça qu'on va essayer de transplanter demain pour réparer les cœurs. Donc il y a quand même un énorme gap entre le rêve et la réalité, notamment en termes de nombre, d'échelle. On part de quelques cellules et on veut faire des grammes de cellules cardiaques, par exemple, pour régénérer un cœur. Et donc on ne passe pas si facilement de quelques cellules dans un puits à des grammes de tissu
on peut utiliser en traitement. Et donc ça, c'était clairement aussi une des limites qu'on est en train d'essayer de franchir avec différentes approches. D'une part en identifiant des cellules qui ont un très haut potentiel cardiaque et d'autre part en essayant de constituer des tissus artificiels en fait, dans des laboratoires qui, eux, peuvent être utilisés comme des valves artificielles, comme d'autres outils qu'on utilise en chirurgie. Quelqu'un désire encore intervenir? Oui, Pierre. Attends, parce qu'on enregistre. 1 gramme, il y a combien de cellules dans 1 gramme? Je n'en sais rien. Ça dépend sans doute de la taille des cellules. Mais ça représente... Enfin, en général, pour faire des thérapies cardiaques, on a besoin de l'ordre du milliard de cellules. Plusieurs milliards de cellules. Donc mais 1 gramme, je ne sais pas exactement combien de cellules ça représente. Une autre question? Moi, j'ai peut-être une réflexion. Quand on n'est pas biologiste et quand on n'est pas médecin et quand on voit toutes les avancées actuelles dans le domaine du vivant, on a l'impression qu'il y a plein de problèmes qui semblent converger. Il y a tout ce qui tourne autour du clonage, du cancer, des cellules souches, du vieillissement. On a l'impression, quand on ne connaît pas le domaine, que tout ça est en ébullition et qu'on est aux portes d'une grande découverte. Vous voyez ça comment, vous qui êtes dedans? Moi, je vois ça comme il y a 2 phases. Je pense qu'il y a la première phase qui a été la phase de la découverte des cellules souches, les années 80-90, avec un énorme engouement pour les cellules souches, avec beaucoup de promesses qui ont été faites. Et je dirais en clinique, en tout cas ça c'est un point de vue de médecin, en clinique, une relativement importante déception par rapport à ce que ces cellules ont vraiment pu faire. Par exemple dans le cœur, par exemple dans le cerveau. Je dirais que les 2 contre-exemples, c'est la peau et la moelle osseuse, comme je vous ai présenté. Mais en dehors de ça, les cellules souches, on fait beaucoup parler d'elles et pas montrer grand-chose d'efficace. Ça, c'est la vision médicale. Et puis, il y a la vision du chercheur, où effectivement, ces 20 dernières années, on a pu comprendre ce qu'est une cellule souche, on est en train de comprendre comment elle se différencie, on a pu générer des cellules souches à partir de cellules différenciées, et donc on arrive véritablement à ouvrir des nouvelles sources de cellules, des nouveaux mécanismes, on comprend mieux comment ces cellules fonctionnent. Et là, je pense vraiment qu'on est à l'aube d'une 2e vague, qui est sans doute une vague qui arrivera en clinique dans plutôt quelques années que quelques jours, mais qui est une vague d'espoir avant tout, et qui est une vague où je pense qu'il y a effectivement de nouvelles thérapies cellulaires qui vont arriver. Mais aujourd'hui, en 2010, si on me dit est-ce qu'il y a moyen de traiter quelqu'un avec des cellules souches, je dirais oui pour la moelle, oui pour la peau, et peut-être oui pour d'autres exemples, comme par exemple la cornée, mais je dirais peut-être pour le cœur. En tout cas, c'est faisable, c'est plus ou moins safe, mais ça n'est pas vraiment efficace. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'espoir, parce que les cellules souches, on commence à mieux les connaître, parce que les recherches permettent de comprendre comment elles fonctionnent. Et je dirais que les cellules souches sont, à mon sens, les cellules pluripotentes, la nouvelle source de cellules qu'on utilisera sans doute en thérapie cellulaire demain, à partir de cellules différenciées. Sans doute, je pense que la thérapie cellulaire de demain sera une cellule qu'on fera à partir de cellules différenciées, qu'on reprogrammera vers des cellules souches et qu'on utilisera à des fins de thérapie cellulaire. Il n'est pas exclu qu'on puisse mieux maîtriser les cellules souches adultes rares de certains organes qui ne suffisent pas à régénérer les organes comme Madame le suggérait, mais qui pourront être utilisés peut-être demain pour traiter certaines maladies. Et je pense que le 3e volet de cette réflexion, c'est l'utilisation des cellules souches comme outil diagnostique et comme outil pour mieux comprendre le fonctionnement de certaines maladies. Et il n'est pas dit que ça ne découlera pas sur des recherches importantes dans certaines maladies mal expliquées ou mal comprises. Et le traitement de ces maladies-là ne passera peut-être pas spécialement par des cellules souches, mais les cellules souches auront peut-être permis d'identifier de nouveaux médicaments pour guérir certaines maladies. Et ça, je pense qu'on peut difficilement nier cette optique-là en tant que chercheur à l'heure actuelle. Et donc, il y a beaucoup d'espoir dans les cellules souches. Ça, c'est le point de vue du chercheur. Je pense que le médecin a beaucoup d'espoir dans les cellules souches aussi. Mais le médecin doit être réaliste et bien être conscient qu'effectivement, les cellules souches, ce n'est pas si évident que ça, comme on l'avait dit il y a 10 ans. Merci infiniment.
Voilà, avant de vous inviter à nouveau donc, à passer au forum pour le verre qui va clôturer donc, cette saison de conférences, je vous rappelle qu'on est en plein printemps des sciences et que le gros événement pour le grand public aura lieu ce week-end à l'hôtel de ville de Mons, puisque tout l'hôtel de ville sera complètement transformé en un gros laboratoire, une grosse foire aux sciences. Il y aura des expériences à tous les étages. Ça vaut vraiment la peine de venir. Les chercheurs sont vraiment dépassés pour proposer des activités nouvelles. Tout est gratuit de 14h à 19h, donc samedi et dimanche. Et donc je vous invite à rejoindre, si le conférencier nous fait l'honneur de nous rejoindre également. On va passer au bar des sciences juste à côté. Merci beaucoup. À tout de suite. Et donc c'est bien un café des sciences.